Monsieur le Premier secrétaire, vous trouvez quand même pas que c'est trop facile d'estimer que vous faites piètre figure aux élections législatives et municipales et vous rêvez comme ça que à l'élection présidentielle, Dieu va vous tenir la main et il va vous installer vainqueur de l'élection? C'était un plaisir d'être dans votre programme. Non, mais vous n'êtes pas... C'était un plaisir. C'était qu'une question, monsieur le secrétaire. La question de Guy Piette. Mais tous les journalistes du monde posent ce type de questions. Bon, ben, piètre parce que si on va à une élection où on a eu beaucoup de listes et qu'on s'en sort uniquement avec 2 conseillers, cela va de soi qu'on a fait piètre performance. Mais bon, c'est de son droit, le droit de l'inviter de s'être levé et d'être parti. Il me semble que les mots ont leur sens et le mot piètre est loin d'être une insulte parce qu'au Cameroun, aux élections législatives et aux élections municipales, les 2 couplés, on est à près de 500, je vais dire, circonscriptions électorales. En termes de conseillers municipaux, on a à peu près 11 000 conseillers municipaux à conquérir aux élections municipales et aux élections législatives, on a 180 sièges à conquérir. Si on va à une telle élection, on a 0 député et 2 conseillers municipaux, il me semble bien que cela veut dire qu'on a fait piètre performance. Bon, le premier secrétaire du PUS n'a pas aimé la question, mais il me semble qu'il sera difficile de me faire un procès d'avoir simplement posé une question. Et donc, il ne me reste plus qu'à dire infiniment merci. Au sein de notre formation politique de PURS, nous pensons la construction du Cameroun par une refondation complète du système. Dans cette refondation, nous aurons des réformes, parmi lesquelles réforme constitutionnelle, réforme institutionnelle et la réforme structurelle. Pourquoi ces réformes? Principalement, il faut noter que l'État du Cameroun existe depuis 1957. Et ce n'est pas les Camerounais qui ont créé cet État. Alors, l'État a été créé par un décret français qui constatait que le Cameroun est désormais un État. Et donc, nous avons l'obligation de repenser l'État, l'État-nation, l'État Cameroun. Et il faut donc noter que les structures, ou alors la Constitution, les institutions qui ont été pensées en ce temps-là, ont été pensées pour servir les intérêts donc de ces Occidentaux, mais pas les intérêts des Camerounais. Il faut donc repenser cela. C'est pour cette raison que nous parlons des réformes. Elles sont profondes, mais nécessaires pour le bien du Cameroun, des Camerounais et pour le bien des Africains. Il faut donc passer à des réformes constitutionnelles dont nous allons revoir la Constitution dans le fond, pas que sur la forme, ou alors pas sur un article. Il faut revoir les institutions et ensuite revoir la structuration, n'est-ce pas, du fonctionnement de notre État. C'est pour cette raison que nous sommes parfois très gênés lorsqu'on nous invite à vous parler avec certaines personnes qui, eux, pensent qu'il faut entretenir le legs colonial, c'est-à-dire continuer dans le même fonctionnement que ce qui a été pensé depuis pour le Cameroun, c'est-à-dire un système qui sert les intérêts des autres et non servir les intérêts des Camerounais. Nous pensons donc qu'il faut refonder, il faut reformer pour que nous puissions avoir un pays souverain, un pays indépendant, mais un pays qui est aux intérêts des Camerounais et des Africains. C'était donc le premier secrétaire du PUS, Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, qui parle entre autres des piliers qui vont constituer les éléments forts de sa prise de fonction. Nous avons été rejoints par Vicenzo Nguindjoy qui lui vient s'intéresser plutôt à la posture, non pas seulement du leader, mais du candidat à l'élection présidentielle. Vicenzo Nguindjoy, bonsoir. Bonsoir, M. Amaokol.
Bonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, Monsieur Guidjol. Oui, je voudrais davantage m'intéresser, voire échanger ce soir avec le futur probable candidat au scrutin présidentiel. Parce que je suis de ceux qui estiment que ceux qui nous regardent ce soir aimeraient être étayés sur un certain nombre de faits. Vous le savez certainement, au sein des partis et formations politiques, il y a très peu de militants. Mais au sein du paysage politique, il y a beaucoup de sympathisants. Il va falloir aller les convaincre pour les ramener au sein du parti. Du coup, j'aimerais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui a motivé le choix du régime premier secrétaire du PUS et non président national comme on le voit ailleurs. Il faut dire que à la création de notre formation politique, nous nous sommes dit que les responsables doivent être au service des camarades et non être des super-hommes, des personnes qui ont tous les pouvoirs et qui peuvent dicter, n'est-ce pas, le comportement ou alors dicter la loi aux autres. Donc, c'est ce qui a motivé le choix de cette nomenclature, qui est le premier secrétaire, mais qui est tout simplement quelqu'un qui est au service des camarades. C'est comme ça que nous l'avons vu, parce qu'on a aussi vu que dans le landerneau politique qu'est le nôtre, on a déjà trop de présidents et il n'en fallait pas rajouter. Au mieux, on a trop de messies, mais nous n'avons pas eu besoin, et nous n'avons pas besoin de messies, mais nous avons besoin de serviteurs. C'est pour cette raison que le premier secrétaire du parti est en quelque sorte comme le plus petit militant, parce qu'en réalité c'est un exécutant de ce qui est décidé par l'ensemble des membres qui passent forcément par la suite par le bureau politique et puis par le bureau national. Donc ce n'était pas une façon de faire une fleur au Parti socialiste? Non du tout. Non du tout. Il faut noter peut-être en passant que dans notre idéologie, si référence nous avons, c'est beaucoup plus vers je ne vais pas dire les pères de la libération, du combat de la libération pour le Cameroun. C'est-à-dire que si on va comment partir des Lok Priso dans les années 80, puis les Oumniobé, c'est beaucoup plus là que nous regardons au lieu d'être ailleurs, au lieu d'essayer de regarder ce qui se passe ailleurs dans d'autres modèles politiques. Non, nous sommes beaucoup plus là. Donc nous sommes avant tout des personnes ou alors des citoyens qui estimons que nous avons déjà matière, il faut juste surfer et approfondir, enrichir ce que nous avons. Tout à fait. Vous êtes cofondateur du Parti du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Mais c'est beaucoup plus vous qui êtes visible. Est-ce à dire que vous vous considérez, ou alors on vous considère comme la figure totémique du PUS? Non, auquel cas en votre absence, le PUS également va péricliter. Non, du tout. C'est peut-être une image que vous avez, mais il faut dire que je suis le premier secrétaire, je suis la première personnalité du parti. Il ne saurait en être autrement. Nous avons des camarades, lorsque vous les sollicitez ou lorsqu'ils ont des activités dans leurs différentes régions ou arrondissements, ils sont présents. Si vous les sollicitez, vous allez les recevoir. Mais si vous sollicitez la personne du premier secrétaire, comme vous l'avez fait ce soir, je crois qu'il est de bon ton que je réponde présent, au lieu de vous envoyer un représentant en mon nom. Donc non, je suis la première personnalité du parti. Je représente valablement le parti. Donc il est normal que le premier secrétaire soit, n'est-ce pas, aux endroits qu'il faut pour le compte du parti. Même s'il fait ombrage aux autres? Non, il n'a pas vocation du tout. Il n'a du tout pas. C'est pas l'objectif. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Lors de la tenue du 3e congrès, parce que le congrès n'était pas seulement l'investiture du candidat, le congrès était aussi le renouvellement du bureau et la relecture des textes. Pendant ce 3e congrès, j'avais mûri la pensée, j'ai décidé de ne pas être candidat au poste de premier secrétaire. Oui, j'ai décidé de ne pas l'être. Sauf que les camarades ont estimé que non, il fallait absolument que je continue. Et c'est d'ailleurs un ou deux camarades qui sont levés, qui ont dit en pleine salle
nous voulons que le premier, c'est le monsieur Matomba reste, garde le poste, et les autres ont dit non, il faut. On est toujours parti au vote, il faut le dire, et puis bon, voilà. Donc, c'est pour vous dire que à des moments, ce n'est pas parce que je suis fatigué de servir, non, c'est que j'estime que plusieurs autres camarades peuvent faire peut-être mieux que moi. Mais si les camarades estiment que j'ai encore du tonus, de l'énergie à donner, qui suis-je pour refuser l'appel du peuple? Cela suppose que quoi? Que vous êtes le candidat de fait du PURS au scrutin présidentiel? Non, du tout. Lorsqu'on se souvient que par 2 fois déjà, vous, Serge Espoir Matomba, vous avez perdu au scrutin présidentiel, notamment en 2011 et en 2010. Non, je n'ai jamais été en 2011. Vous n'étiez pas en 2011. Voilà. Vous n'avez pas une bonne information. En 2011, le PURS avait présenté notre candidat. Ce n'était pas Serge Espoir Matomba. J'ai été candidat en 2018, puis en 2025, je serai candidat. Donc voilà, c'est pour dire que le PURS, dans ses textes, n'a pas, le premier secrétaire n'est pas le candidat naturel du parti. Le PURS peut librement choisir librement son candidat ou celui qui peut au mieux représenter le parti et défendre les intérêts du pays. Donc vous avez été investi parce que vous êtes le premier secrétaire du parti? Non. Vous avez été investi parce que vous êtes porteur d'une offre politique qui peut... J'ai été investi effectivement parce que le parti a une offre. Et le parti estime que je suis la personne habilitée à porter cette offre. Mais il faut noter peut-être en passant que quand on parle d'offre, vous avez là la vision du parti entre vos mains. Ce n'est pas une vision qui a été construite ex nihilo. Elle ne part pas d'un sommeil du premier secrétaire où il s'est levé à minuit et puis il s'est dit non, il faut que j'écrive quelque chose qui va sortir le Cameroun. Non. Nous avons essayé de regarder ce que nos aînés ont fait. Nous sommes allés à la rencontre des Camerounais et ce n'est pas d'aujourd'hui. Il faut noter quand vous prenez le projet que nous avons présenté en 2018, qui avait pour point fondamental encore là la refondation du système éducatif et la souveraineté. Vous allez vous rendre compte que, en fait, nous sommes sur le même construit depuis plusieurs années. Quand vous prenez notre logo, le logo, pas le logo de la SNI comme M. Okol le présentait aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que depuis la création du parti, nous nous sommes positionnés comme ceux qui veulent que les Camerounais réécrivent leur histoire. C'est là dans notre logo, donc ce n'est pas nouveau. Et lorsque nous sommes allés à la rencontre des Camerounais, dans les 10 régions, écouter les Camerounais, leur demander ce qu'il fallait faire pour que leur région, leur département, leur arrondissement et le pays tout entier puissent changer. Nous avons recueilli des témoignages des Camerounais. Et ces témoignages, nous les avons enrichis pour avoir un produit aujourd'hui et qui, pas selon notre appréciation uniquement, pour qui tous Camerounais devraient en principe se reconnaître. Parce qu'en réalité, ils ont contribué à l'élaboration de ce projet. Et donc, les camarades ont estimé que M. Matomba a la possibilité de porter ce projet pour représenter non seulement le parti, mais le Cameroun. Et surtout que c'est un homme décomplexé. C'est pas quelqu'un qui va découvrir, comme Okol le disait, l'argent aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui va trembler devant le blanc. C'est pas quelqu'un qui va trembler devant je ne sais qui. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Donc, les camarades estiment que oui, il peut porter et j'assume. Alors, vos camarades qui estiment que vous pouvez porter cette responsabilité consacrent en même temps une forme d'étoffe politique que moi je pourrais vous concéder ici. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question de savoir, de votre point de vue, est-ce que les lecteurs au Cameroun votent pour le porteur de l'offre ou alors pour l'offre, ou pour les deux? Il faut dire que depuis 15 ans que nous sommes sur le terrain, nous avons largement contribué à construire une masse critique. Il y a quelques années encore, nous pouvions remettre tout cela en doute.
Mais il faut noter qu'aujourd'hui, il y a quand même une masse critique qui commence à regarder les offres. Attention, attention, parce que je vous vois faire, mais je vais vous dire, je ne vais pas m'associer à vous pour insulter les Camerounais. Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas m'associer à vous pour dire que les Camerounais votent pour 2000 francs. Permettez-moi, vous avez posé votre... Lorsqu'un peuple est appelé à s'inscrire sur les listes électorales, je veux même dire, lorsqu'un peuple est appelé tambour battant à s'inscrire sur les listes électorales, vous pouvez parler ici d'avoir construit une masse critique. Vous pensez vraiment qu'il y a une culture générale au sein de l'électorat camerounais? Je crois qu'on ne se comprend pas, monsieur Guidiol. Si vous me permettez de dérouler, on va mieux se comprendre. Le Camerounais aujourd'hui est le produit de ce qu'on a voulu qu'il devienne. Quand on veut que vous soyez têtu, on vous construit dans la têtutesse. Quand on veut que vous soyez des clients, on vous construit comme étant des clients. Ce qu'on a voulu faire des Camerounais aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont le produit d'un construit. Quand nous parlons de changement de système et de paradigme, ce n'est pas un fait de hasard. C'est parce qu'il faut aller creuser, il faut aller retoucher, il faut un électrochoc dans le mental camerounais pour avoir un autre type de Camerounais. Maintenant, monsieur Guidiol, lorsque je l'ai dit, je vais vous dire que, et ceci je vais prendre monsieur Okol à témoin, parce que lui et moi on se connaît depuis plusieurs années quand même. Je crois qu'il fait partie des premières personnes qui m'ont reçu sur des plateaux en 2010. Monsieur Okol, lorsque nous parlions politique, on parlait du renouvellement de la classe politique, il n'y avait pas de jeunes qui parlaient politique à ce moment-là. Vous savez ce qu'on nous disait? Mais vous n'avez pas peur de mourir? Mais est-ce que vous observez le landerneau politique aujourd'hui? Dans toutes les formations politiques, les jeunes parlent politique. Ça veut dire, monsieur Guidiol, oui, ça veut dire que vous le vouliez ou pas, il y a une évolution. Elle peut ne pas être au degré de vos attentes, mais elle se construit au fur et à mesure. Ça veut dire que le message, il passe. Quand on parle d'engouement autour des inscriptions, monsieur Guidiol, là encore, vous avez vu des gens se lever pour aller s'inscrire. Mais vous savez comme moi que rien n'est fait pour que les inscriptions se déroulent normalement. Parce qu'on n'a même pas besoin de demander aux gens d'aller s'inscrire. On n'a même pas besoin. En principe, oui. Ça devrait être une décision politique qui voudrait que, voilà, on observe tous ceux qui ont l'âge de voter. À partir de 20 ans, vous avez la carte d'identité, il y a un mécanisme qui est mis en place. Vous êtes considéré comme électeur. Tout simplement, on n'a pas besoin de supplier les citoyens pour d'aller s'inscrire. Mais n'oubliez pas, monsieur Guidiol, que vous avez un génie dans ce pays qui a eu, à un moment, la sagesse et l'intelligence de dire aux jeunes, ne vous intéressez pas à la politique, laissez cette affaire aux politiciens. Comme si on avait défini un profil de politicien à cette époque. Il a dit, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Vous vous souvenez bien de ces phrases. Ces phrases venaient du chef de l'État. Donc, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, accuser ceux-là qui sont des clients de 2000 francs. Ce que vous devez faire, c'est contribuer avec nous à l'éveil de cette population. Au lieu de nous dire que nous devons nous associer à vous pour insulter cette population parce qu'aujourd'hui, elle est devenue une population cliente. Non. Si le RDPC, écoutez-moi très bien ce que je vais dire là, si le RDPC était sûr qu'il peut gagner les élections sans acheter les consciences, alors il n'enverrait personne autour des bureaux de vote avec de l'argent. S'il était sûr qu'il suffisait de brandir leur champion, le président Paul Biya, comme étant le Manitou, l'homme à tout faire, l'homme à résoudre tous les problèmes, et que c'était suffisant, c'est qu'il n'envoie pas de l'argent sur le terrain pour aller acheter les consciences. C'est pour vous dire que, au-delà du fait qu'il y a un travail de fond qui est fait dans l'éveil des consciences, que nous menons depuis plusieurs années, et qui marche, il y a que, il faut qu'on avance, pour que les gens arrivent au niveau où, quel que soit le montant qu'on leur propose,
qu'ils ne puissent pas vendre leur voix. C'est vers là que nous devons aller. Et vous devez être utile à ce niveau. Je pense que les partis politiques, à ce niveau, gagneraient à jouer véritablement leur rôle, construire une citoyenneté et puis enseigner l'idéologie politique aux militants. Est-ce que cela est fait? Parce que moi, je me dis, si c'était véritablement fait, on aurait véritablement la masse critique dont vous faites état. Monsieur Guidiol, ça veut dire que vous négligez ce qui est fait. Et c'est... Vous êtes jeune. J'ai envie de croire que vous êtes de très bonne foi. Mais je veux dire que si vous négligez ce qui est fait, une masse critique se construit au fur et à mesure. Donc ce qui est fait est déjà appréciable. Si nous multiplions ensemble les efforts en disant aux Camerounais, c'est votre devoir de ne pas vous laisser avoir. C'est votre devoir de vous lever et de choisir vos dirigeants. C'est votre devoir de comprendre qu'on vous a toujours utilisé comme des escaliers, comme des marches. Si nous le faisons tous ensemble, les Camerounais comprendront. Ce n'est pas faute d'éduquer nos militants. Non, nos militants ne sont pas suffisants. Ce n'est pas seulement le fait d'éduquer nos militants ou de créer des formations qui suffiraient. Mais à côté de ça, lorsqu'on a créé la famine un peu partout, regardez, en cette période électorale, on vous a brandi, je crois, 79 ou 80 concours d'entrée dans la fonction publique. Vous croyez que ce sont des concours pourquoi, en réalité? C'est pour dire à ceux qui vont voter, ben, vous allez intégrer la fonction publique, voter le parti au pouvoir. Quand on sait toutes les difficultés financières que l'État a aujourd'hui, quand on sait que l'État devrait se comporter comme un véritable régulateur pour que les emplois soient créés par des privés, quand on sait que l'État devait donner une véritable provision pour accompagner les entreprises et ces entreprises créeront donc autant d'emplois que le pays en a besoin. Mais c'est parce que l'État fait. L'État se comporte comme celui qui, lui, doit recruter tout le monde. Et vous êtes surpris que les gens attendent de cet État-là et disent que, oui, comme on me garantit un emploi, je vais les suivre. Monsieur Guidiol, il y a ces facteurs. Il ne faut pas négliger. Ce ne sont pas des facteurs à négliger. C'est très important. Donc, mais il faut comprendre qu'il y a une masse critique aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est que même la plupart des fonctionnaires aujourd'hui ne sont plus prêts à continuer dans ce système. Parce que, en réalité, les gens ont compris et comprennent le message. Les résultats qui sortiront des urnes nous confirmeront vos propos. Poursuivons, monsieur Serge Espoir Matomba. Lorsque vous vous rasez le matin, vous vous dites, si je suis élu au lendemain du scrutin présidentiel, après avoir prêté serment, je poserai quelle première mesure? Non, je ne me pose pas cette question. Vous En tout cas, pas? je ne me pose pas la question ainsi. Je ne me dis pas si je suis élu. C'est déjà une affirmation pour moi. Je dis comme je serai élu. Allons-y, il vous écoute. Comme je serai élu, le premier acte, je l'ai d'ailleurs dit ici, ce sera la refondation de la Constitution, la réécriture. Vous savez, nous devons partir sur des nouvelles bases. Les bases sur lesquelles nous sommes partis ont été des bases faussées. C'est ce qui crée la plupart des problèmes, le chômage, les conditions de vie des Camerounais. Tout ce que vous voulez, c'est les bases sur lesquelles nous sommes partis. Donc il faut passer à autre chose. Donc ce sera notre premier chantier. Nous n'avons pas plus de 3 mois pour ça. Pour doter le pays d'une nouvelle constitution. Et nous sommes allés plus loin en disant que certains estiment que, en début d'année 2026, il devrait avoir les élections municipales, législatives. Nous ne pensons pas, nous ne prévoyons pas ça dans notre agenda. Pour la simple raison que la refondation de la Constitution nous posera sur des nouvelles bases et déterminera à quel moment nous pouvons donc envisager. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sortons d'un système et nous nous comportons, nous avons les mêmes pratiques de ce système-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut noter, Monsieur Guidiol, que le premier chantier sera de doter des Camerounais d'une identité. Et elle passera forcément par la Constitution. Très bien. On va sortir, Monsieur Serge Espoir Matomba. On vous présente un peu comme une figure de proue d'une nouvelle génération. Êtes-vous pour un conflit de génération?
Non, du tout. Vous considérez comme le futur probable candidat d'une certaine jeunesse? Non, écoutez, je suis un Camerounais et puis un Africain surtout. Et dans nos coutumes africaines, on sait ce que c'est que les aînés. Le Cameroun aujourd'hui, sa population est beaucoup plus jeune comme la population africaine. Il est clair que ce que nous faisons profitera beaucoup à la jeunesse. C'est le premier pari. Mais nous n'allons pas tuer nos parents pour autant. Nous sommes des Bantous. Et chez nous, il y a le respect des aînés. Donc, ceux-là qui auront de la force, qui pourront accompagner ce que nous allons faire pour la nation, nous n'allons pas les chasser. Nous allons leur ouvrir la porte. Mais ce n'est pas un conflit de génération que nous allons créer. N'effrayez pas nos aînés. Vous savez pourquoi ils restent au pouvoir depuis longtemps? Parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver. Ils se disent autant mieux mourir là. Pourtant, nous pouvons leur dire, allez-y en paix. N'ayez pas peur. Vous aurez honte de ce que vous aurez dû faire pour le pays quand vous verrez ce que nous ferons. Parce qu'il y a plusieurs façons de rendre justice. Ce n'est pas toujours par la prison. Ce n'est pas par la bastonnade ou par les cris. Vous savez, il y a des gens, à un moment donné, vous posez un acte devant cette personne, il a honte. Parce qu'il a honte, vous venez de résoudre un problème. Et un problème important. Donc non, nous n'entrons pas dans un conflit de génération. Le Cameroun va se construire avec tous les Camerounais. Je vais d'ailleurs vous dire que les nationalistes camerounais, on en trouve partout, même dans l'administration. Mais qui n'ont pas le pouvoir d'exceller ou d'exercer parce que, en réalité, au-dessus, il y a M. Biya. Il y a ceux qui sont autour de M. Biya qui répondent à un système. Mais le jour que le management changera sur une nouvelle vision, vous ne reconnaîtrez plus les Camerounais, ça je vous le promets. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci Vicenzo Guidjoy. Le premier secrétaire Serge Espoir Matomba, tout à l'heure, vous a taquiné en disant que vous êtes jeune, mais permettez-moi de vous dire la satisfaction qui est la mienne. Je ne suis pas certain que j'aurais été aussi perspicace que vous pour l'interroger sur cette question. C'est pour ça que je vous dis sincèrement bravo et ne vous sentez pas du tout rabaissé par les propos du premier secrétaire. C'est une bataille et chacun veut remporter la bataille. Dans le prolongement, merci beaucoup Vicenzo Guidjoy, dans le prolongement des aspects que vous avez évoqués tout à l'heure avec Vicenzo, il vous demandait si vous gagnez, et vous avez dit, vous ne vous posez pas la question, ce sera une évidence, vous avez gagné. Alors, Serge Espoir Matomba, pour peu que je me rappelle, lors de l'élection présidentielle en 2018, vous étiez 7e après Paul Biya, Maurice Kamto, Cabral Liby, Joshua aussi, et bien d'autres candidats, et vous avez récolté pas plus que 1% des suffrages. Comment vous allez faire pour passer de 1% à au moins 50,1% des suffrages? Vous avez considéré les 1% en 2018 comme un exploit ou alors vous avez honte de ce résultat? Avant cette élection, j'avais combien de pourcents, M. Okol? Vous n'aviez pas été candidat. Avant cette élection, ce que vous avez cité, Kamto avait combien? Votre question est déplacée. C'est pour vous dire ça. Parce que si vous voulez juger les gens à partir des derniers chiffres, M. Okol, avant, tous les candidats que vous avez cités, ils avaient combien de pourcents avant? Ça n'existait pas. Pour certains, ils ont participé à la première fois. Mais ce que vous refusez de dire et que je vais vous aider, c'est que à la veille de l'élection, ma candidature a subi un des coups les plus durs qu'aucun candidat n'a subi.